Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin, malgré une heure qui n'est pas trop l'heure d'un samedi matin, malgré la pluie, le froid et le virus, pour parler de ce petit livre là, qui vient de paraître il y a quelques jours. Il n'est même pas officiellement paru, il ne paraîtra que vers le 8 octobre. Mais il est présenté à Saint-Dié en exclusivité intergalactique. Donc on a évidemment le sentiment de vivre un événement planétaire. Ce livre a été écrit un peu dans le feu de l'action, puisqu'il s'agit d'un livre chronique de GeoViral qui est en réalité la suite d'une série de chroniques vidéo que j'ai faites pendant toute la durée du confinement, entre le 21 mars et le 11 mai, vidéo que j'ai publiée sur une chaîne YouTube du programme de recherche que je dirige, qui est l'École urbaine de Lyon, et d'une série de chroniques vidéo, il y en a 10 au total, qui répondaient en fait à un besoin, qui était le besoin dans cette période quand même très particulière, qui nous a tous et toutes pris de court, un besoin de faire tourner en quelque sorte les outils de la géographie pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Voilà. Donc le projet de ces chroniques est assez simple. C'est une question assez élémentaire, mais la réponse ne l'est pas. Qu'est-ce que la géographie, alors une certaine géographie, permet de dire sur la pandémie en cours et sur l'expérience du confinement. Et ces chroniques ne sont absolument pas des chroniques qui, comme certaines qui ont pu être écrites pour la presse, où je raconte ma vie dans ma chambre. C'est une chose passionnante, mais que je conserve pour plus tard. Non, non, ça n'est absolument pas ça. Il s'agit véritablement d'une tentative c'est le sous-titre du livre, c'est le titre de l'introduction, « Penser le monde en géographe avec le virus ». C'est une volonté de comprendre ce que le virus, son apparition, sa diffusion, sa performance de virus, qui est une performance extraordinaire. Il faut entendre le mot performance presque au sens anglophone du mot to perform, c'est-à-dire réaliser quelque chose de puissant. Le virus, son apparition, sa diffusion, son efficacité, si vous voulez, y compris son efficacité à entraver nos vies, a été pour moi et pour nous tous, parce que je crois que là nous avons vécu une expérience commune non pas seulement nous en tant que Français, une expérience commune qui fait que cela nous réunit, qu'on soit lyonnais, parisien, déodatien, montpelliérain. Nous avons vécu cette expérience commune, mais nous avons aussi vécu une expérience commune avec tous les autres cohabitants du monde qui se sont retrouvés dans la situation de confinement ou dans la situation d'entrave à leur déplacement et qui continuent de se retrouver dans la situation d'entrave à leur déplacement. Encore en France aujourd'hui, mais songeons par exemple à un pays comme l'Argentine, qui a commencé à confiner en même temps que nous en mars et qui n'est toujours pas déconfiné. Ça fait plus de 6 mois maintenant qu'à Buenos Aires, il y a des règles strictes de confinement, plus ou moins bien respectées d'ailleurs, mais il y a des règles strictes de confinement. Eh bien, nous avons vécu une commune expérience. Tout de suite, une première chose tout à fait saisissante pour un géographe, c'est que le virus, qui est une toute petite entité, l'échelle du virus, c'est l'échelle microscopique des pathogènes, nous fait vivre à nous humains une expérience commune à l'échelle mondiale. Grâce au virus, dans une certaine mesure, nous avons pris conscience plus que jamais que nous habitions le même monde.
C'est un paradoxe très, très intéressant de la situation que nous vivons. J'y reviendrai peut-être, mais j'essaye de ne pas digresser, ce qui va m'être difficile évidemment. Donc c'est véritablement le virus qui constitue le point de départ de cette réflexion, donc de ces 10 chroniques. Le virus est ce qu'il nous permet de dire sur le monde, mais ce qu'il nous permet de dire aussi sur notre vie individuelle dans le monde. Et c'est pour ça que je décide d'appeler ces chroniques des chroniques de géovirales. Vous savez, un peu comme en cours, il y a de la géo et de l'histoire, ou il y a de la géo-urbaine, ou de la géo-humaine, ou de la géo-industrielle. Hein, vous vous souvenez de ces expressions-là? Ben voilà, de la géovirale, c'est pour essayer de comprendre l'espace géographique, l'espace humain, à partir d'un point d'entrée qui est le virus. Voilà, quand vous faites de la géo-rurale, vous essayez de comprendre l'espace humain à partir de l'observation du monde rural. Ben voilà, quand vous faites de la géo-virale, vous essayez de comprendre l'espace humain à partir d'un phénomène particulier qui est le virus et sa diffusion. Voilà pourquoi ce livre s'appelle « Chronique de géovirale ». Alors, chronique parce qu'il s'agit donc, je vais expliquer un peu comment le livre a été constitué, puis après je rentrerai un peu dans le fond. Il s'agit donc d'une reprise des textes prononcés dans le cadre de ces vidéos YouTube, légèrement redressés stylistiquement, mais très très peu. Donc j'ai conservé un peu la caractéristique d'une prise de parole orale et qui était une prise de parole destinée, ça c'est très clair lorsqu'on regarde les vidéos et c'est très clair dans les textes, destinée véritablement à engager une conversation avec l'auditeur ou avec le lecteur. Dans ce livre, j'apporte très peu de conclusions, mais beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, comme vous sans doute, j'ai eu du mal à comprendre ce qui nous arrivait. C'est difficile de comprendre l'expérience pandémique que nous traversons encore. C'est difficile de saisir tous les tenants et les aboutissants de ce que nous vivons. Comme il est d'ailleurs très difficile de savoir où ça va nous mener, où cela va s'arrêter, si tant est que ça s'arrête, rapidement. Dans quel état allons-nous nous retrouver ? Personne n'a d'assurance. Moi, les gens qui prophétisent sur le monde d'après, je ne sais pas si je les plains ou si je les envie, mais en tout cas, je les trouve assez balèzes, parce que franchement, comment savoir dans quel état ce virus va nous laisser à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale? Moi, je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que pour avoir une chance de bien gérer ce passage à travers la pandémie et peut-être préparer un après, mais un après qui peut être peut-être dans des années, voire des décennies. Nous n'avons aucune certitude sur l'efficacité d'un vaccin ou de vaccins, et nous n'avons aucune certitude sur la rapidité d'une couverture vaccinale dans le monde entier. Donc il est bien probable que nous allons continuer de vivre avec le virus pendant assez longtemps. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'un virus nouveau qui arrive sur un grand groupe humain et qui ne circule pas à l'intérieur du groupe. Donc, pour avoir une chance de comprendre ce que nous pouvons espérer pour cette période qui s'ouvre et dont nous ne connaissons pas la durée, et plus encore pour ce qui viendra après que nous ne connaîtrons peut-être pas, sans vouloir casser le moral. Je rappelle que la grande peste en Europe a commencé en 1348 et qu'il y a des pestes jusque dans les années 1720. Alors je me sens en bonne forme, mais alors là je ne vais quand même pas exagérer. Ça m'étonnerait qu'à Saint-Die en 2300 on soit encore là pour en parler. Donc si l'on veut avoir une chance de s'en sortir, alors il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre ce qui se passe. Donc ces chroniques, elles sont faites pour engager le débat, engager la discussion. Avec mes frères et sœurs humains impliqués dans ce confinement qui les met groggy,
quel type de discussion on peut avoir? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre collectivement ce qui est en train de se passer? Donc c'est une sorte d'expérience de pensée géographique que j'ai voulu proposer aux auditeurs et aux lecteurs. Évidemment aussi pour montrer que la géographie, finalement, elle avait annoncé un certain nombre de choses depuis très longtemps et que les géographes sont peut-être mieux armés que d'autres pour comprendre justement ce qui arrive au monde en fonction de cette pandémie. On va y revenir juste après. Donc, il y a les 10 textes de ces 10 chroniques. Les 10 chroniques sont de taille variable. Il y en a, certaines font 5 minutes en vidéo, d'autres font 12 minutes. Donc, c'est entre 3 pages et demie de texte et 6 à 8 pages de texte. Et puis, une fois que ces chroniques ont été faites, je me suis dit, oui, mais ce n'est pas suffisant, parce que les chroniques ont été écrites entre mars et mai. Je n'ai pas changé le contenu des chroniques, donc elles ont un statut de témoignage d'une réflexion sur le vif. Donc, j'ai voulu considérer que ces chroniques étaient des sortes d'archives du confinement. Et j'ai fait un peu comme un historien ou un géographe qui découvrirait une archive et qui essaierait de la documenter et de la mettre en perspective. Donc j'ai créé un texte de notes, de commentaires de l'archive que j'ai bouclé au tout début du mois de septembre et qui me permettait de mettre en perspective chaque texte de chronique par rapport à ce qui est arrivé depuis la date de la chronique, et par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui du virus, qu'on ne savait pas en mars. Enfin, cela étant, c'est assez étonnant de reprendre le texte des toutes premières chroniques en mars et de s'apercevoir qu'on en savait déjà beaucoup. D'ailleurs, moi, ça me pose un vrai problème. Comment un petit géographe de province comme moi, en mars, était capable de savoir visiblement plus de choses sur le virus qu'aujourd'hui un certain nombre de pouvoirs publics en octobre. Là, j'avoue que c'est en soi déjà quelque chose qui me surprend. C'est-à-dire cette incapacité qu'un certain nombre d'acteurs, notamment d'acteurs publics, à tout simplement collecter l'information qui circulait auprès des non-spécialistes. Je ne suis pas virologue. Je m'intéresse depuis très longtemps au virus. C'est une passion personnelle. Il y en a, c'est le Tour de France. Moi, c'est les virus. C'est comme ça. Donc, je m'intéresse depuis longtemps au virus, mais je ne suis pas virologue. Je ne suis pas épidémiologiste. Et pourtant, dès le mois de janvier, en réalité, on était à peu près certain qu'une pandémie allait arriver. Une petite anecdote, j'organisais un débat au mois de janvier sur la mondialisation et la personne qui m'avait invité m'avait demandé 3 objets qui, pour moi, emblématisaient la mondialisation en ce début de janvier 2020, et j'avais ramené une éprouvette fictive, bien sûr, en disant, ben voilà, ce qui emblématise le monde pour moi en ce début de l'année 2020, c'est le virus de Wuhan qui est en train de se développer. C'était le fin janvier, le 29 janvier. Donc c'est très étrange de saisir cela. Donc j'ai quand même voulu mettre en perspective, et j'ai demandé à l'éditeur, qui est un éditeur lyonnais très talentueux, qui est en fait un typographe. J'ai une passion pour la typographie. Je lui ai demandé, vous verrez ça, c'est pour vous inciter évidemment à acheter la Camelote, je lui ai demandé de mettre en noir le texte des chroniques et en rouge le texte des commentaires, non pas comme note infrapaginale, mais comme 2 textes qu'on peut lire parallèlement. Et comme c'est un typographe très doué, je vous assure, c'est parfaitement lisible. Donc vous pouvez lire le texte des chroniques intégralement, le texte des commentaires intégralement, longitudinalement, mais vous pouvez aussi interpeller les deux si ça vous amuse. Et évidemment, parfois, le texte du commentaire, vous le voyez là en rouge, est plus important que le texte des chroniques. Donc, il y a une expérience de lecture qui est assez amusante. Et puis, je me suis dit, bon, ce n'est pas tout à fait suffisant, donc j'ai rajouté une introduction, donc qui s'appelle « Penser le monde avec le virus », dans lequel j'explique en gros ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis j'ai rajouté une conclusion que j'ai appelée « Apostille ». Ça, c'est un petit hommage personnel à Umberto Eco, qui, lorsqu'il avait écrit Le nom de la rose, avait ensuite écrit une apostille au nom de la rose. Une apostille, c'est une postface si vous préférez, mais ça fait plus chic de dire apostille. Donc une apostille aux chroniques de Géoviral, dans lequel j'essaye de montrer que pour moi, le virus est ce que j'appelle la pandémie, est ce que j'appelle un fait
anthropocène total, c'est-à-dire pour aller plus vite, c'est un événement qui marque en lui-même l'ampleur du changement global environnemental que nous sommes en train de vivre, parce que nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Le virus, incontestablement, montre à quel point les écosystèmes sont bouleversés par la mondialisation et par l'urbanisation. Ça, on le sait aujourd'hui, il n'y a pas une relation directe, puisqu'on parle ici des climats, il n'y a pas une relation directe entre les dérèglements climatiques et l'apparition du virus, mais il y a une relation systémique entre les deux, et on sait aujourd'hui que ce type de virus qui franchit la barrière d'espèces est appelé à devenir de plus en plus fréquent en raison notamment du bouleversement des écosystèmes qui eux-mêmes sont directement liés au changement global, qui lui-même est directement lié au dérèglement climatique. Donc vous voyez, il y a une sorte de relation de système entre les deux, c'est-à-dire que bien sûr nous avons toujours vécu avec le virus, nous les humains, mais nous avons aujourd'hui des conditions de vie planétaire qui sont propices à un certain nombre de manifestations de ce changement global, dont l'apparition de très grands nombres de zoonoses nouvelles, donc des virus qui s'appliquent aux animaux, mais aussi un grand nombre de virus qui peuvent franchir les barrières d'espèces et qui sont d'ailleurs très surveillés en Asie depuis l'épisode de SRAS de 2003. Le premier virus de SRAS de 2003 a été une alerte considérable en Asie, en Chine, mais aussi à Singapour, Taïwan, Hong Kong et en Corée. Et ce n'est sans doute pas un hasard d'ailleurs si Singapour, Taïwan et la Corée du Sud se sortent plutôt mieux de la gestion de la pandémie que nous, tout simplement parce qu'ils ont des systèmes de sentinelles et d'alerte qui sont beaucoup plus importants depuis la pandémie de 2003. Il y a un anthropologue qui s'appelle Frédéric Keck, K-E-C-K, qui vient de publier un livre extraordinaire qui s'appelle Les sentinelles de la pandémie, qui est un livre qu'il a d'abord publié au Duke University Press en anglais, qui maintenant est publié en français. Vous pouvez peut-être le trouver au Salon du Livre, je ne sais pas si je l'ai vu. Et c'est un livre vraiment formidable sur la façon dont 3 pays proches de la Chine ont depuis 15 ans essayé de développer des dispositifs de sentinelles pour suivre justement l'apparition de nouveaux virus, notamment de virus animaux, mais aussi parce qu'ils savent que les franchissements de barrières d'espèces sont des menaces pour les activités humaines. Nous, par rapport à cela, c'est assez instructif de regarder comment en France, après l'alerte de 2009 et la grippe H1N1, où on a dit qu'on en avait trop fait, eh bien, on a complètement désarmé tous les dispositifs d'anticipation de la pandémie. Je le dis à un moment de manière triviale dans le livre, c'est parce que j'ai gardé le style oral, je vous l'ai dit, des chroniques. Alors bon, c'est quand même un peu réécrit, mais à un moment je disais « nous nous croyons puissants et nous voilà à poil ». Je le pense vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, nous avons été, nous en France, en particulier, en Italie, en Espagne aussi d'ailleurs, beaucoup moins en Allemagne, beaucoup moins dans d'autres pays, nous avons été complètement pris de court par un défaut d'anticipation. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, comme je trouvais que ça n'était pas non plus complètement suffisant, j'ai demandé à une dessinatrice de me prêter main forte. Alors peut-être qu'on peut envoyer l'image, alors c'est pas tout à fait l'image finale, mais regardez bien, le petit livre est un très bel objet. Alors vous voyez, il y a une couverture rouge, le petit livre rouge quand même, ça ne se manque pas, faut quand même se faire plaisir dans la vie, donc évidemment on est obligé de l'acheter et de le psalmodier ensuite dans les rues de Saint-Dié. Vous me ferez plaisir, merci. Regardez, la couverture se déplie. Et une fois que la couverture est dépliée, vous avez le dessin, la planche de dessin que vous avez ici. C'est un bel objet, comment ne pas l'offrir à Noël? Donc, c'est une jeune dessinatrice qui s'appelle Lou Herman, qui développe dans le programme de recherche dont je m'occupe un programme particulier qui est une réflexion sur l'utilisation du dessin pour essayer d'accompagner la pensée scientifique et les concepts. Voilà. Comment utiliser le dessin pour faire image de la réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Pour imager la réflexion et pour, en imageant la réflexion, évidemment, la déplacer.
Et elle a fait donc une planche qui est en fait un parcours à l'intérieur des 10 chroniques. Vous voyez les numéros derrière, 1, 2, 3, 4, 5. Hein, donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez, regardez, ça part au centre, vous voyez, 0 point de départ. Hein, donc, c'est le point de départ. Et elle a fait, j'allais dire, presque une sorte de jeu de loi. Tiens, d'ailleurs, on aurait dû y penser, on aurait dû faire un plateau de jeu pour Noël. Hein. Donc, elle a fait une sorte de jeu de loi à l'intérieur de ces chroniques, de manière à chaque fois à donner aussi une sorte de cristallisation, vous voyez, une sorte d'expression visuelle de la teneur de chaque chronique. Et moi, je trouve que c'est très fascinant parce que, très sincèrement, quand j'ai vu ça, ça m'a complètement fait songer au texte que j'avais pourtant écrit d'une manière différente. Et puis, je me suis dit, puisque ces chroniques, elles ont pour but de proposer une expérience de réflexion à tout le monde, à d'autres géographes, mais à tout le monde, c'était bien aussi de prolonger cette expérience de réflexion par ce médium qui pourrait permettre à des personnes qui n'ont pas forcément envie de lire tout le texte ou qui liraient le texte par fragments, ça se prête très bien à la lecture par fragments des chroniques, d'avoir une sorte de panorama de tout cela. Je pensais aussi aux collègues d'histoire et de géographie qui peuvent être questionnés par leurs élèves sur les questions liées à la pandémie. Et je me disais, ça pourrait être aussi un bon exemple pour comprendre à quel point le dessin peut être un outil, et vous le savez bien d'ailleurs dans les classes, hein, peut être un outil tout à fait efficace de saisie d'une réalité et d'un phénomène. Donc voilà, les chroniques de GeoViral, c'est cet ensemble du texte des chroniques, du commentaire de l'archive, de la préface, de la postface et du dessin. Alors, si l'on part de là, vous voyez qu'il y a un parcours à l'intérieur de ces chroniques qui est un parcours qui montre que chaque chronique a un thème et que l'ensemble des chroniques poursuit un objectif, raconte une histoire. C'est l'histoire du confinement en ce qu'il nous permet de penser le monde avec ce virus. Et je crois qu'il faut partir vraiment de là. Ce qui est important, c'est le point 0 et le point 1, hein, cohabiter. Le monde est cohabité. Le point de départ de ça, c'est une double hypothèse. Là, on va rentrer dans la pensée géographique. La première hypothèse, c'est que ce que l'on appelle le monde, hein, le monde qui est installé par la mondialisation depuis quelques décennies, bon, ça c'est mon travail en fait, c'est le travail que je développe en tant que géographe depuis maintenant 30 ans, ce que l'on appelle le monde est fabriqué par l'urbanisation généralisée des sociétés. Voilà, je développe depuis maintenant 30 ans l'idée que le vecteur de la mondialisation, c'est l'urbanisation, que l'urbanisation bouleverse tout, qu'elle change nos manières même de vivre. Elle ne change pas simplement les paysages, mais elle change les manières de vivre. C'est ce qui explique qu'on peut habiter dans la forêt vosgienne, aux marges de Saint-Dié, dans des espaces très peu denses, qui apparemment sont des espaces de campagne ou forestiers, et en réalité est intégré du même mouvement, dans le même temps, est intégré à des manières de vivre qui sont des manières de vivre urbaines. Ne serait-ce qu'en raison des pratiques de mobilité et de communication qui sont les nôtres, mais aussi des pratiques d'approvisionnement, des pratiques de loisirs, des pratiques culturelles, de l'insertion dans le monde du travail ou dans le monde de la retraite, que sais-je. Donc, cette idée que l'urbanisation est une manière de vivre qui vient bouleverser l'ensemble des sociétés et de leurs espaces est vraiment le point de départ de ces chroniques. Et c'est d'ailleurs très important parce que, par ailleurs, nous le verrons tout à l'heure, le virus a bien montré l'importance de l'urbanisation à sa façon, puisque la diffusion du virus a été au départ une diffusion urbaine. Une diffusion via les grands agrégats urbains. On peut même dire que le virus, dans un premier temps, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là hier au moment de la conférence où, par exemple, Hervé Théry a montré les cartes ou Emmanuel Vigneron a montré des cartes. Le virus, dans un premier temps, il a cartographié
les pôles de l'urbanisation mondiale, mais aussi les chemins qui existent entre ces différents pôles. Il a cartographié l'urbanisation à la fois statiquement et dynamiquement. C'est-à-dire à la fois en connaissant les premières grandes zones épidémiques dans les grands espaces urbanisés et métropolisés, mais aussi en montrant les relations qui existent entre tous ces grands espaces. Ça a changé depuis, ça a changé ensuite, c'est quelque chose que je montre dans les notes, c'était beaucoup moins vrai en mars, ça commençait à être connu en avril, et dans les chroniques d'avril, je commence à le signaler. On s'est aperçu qu'à partir des premiers pôles urbains, on commençait à avoir de la diffusion rurale dans des zones de faible densité. Contrairement à ce qui a été dit dans une certaine presse, ce n'est pas la densité en soi qui est le critère majeur de la diffusion, c'est ce qu'on appelle l'intensité relationnelle. C'est beaucoup plus l'intensité des relations qui est importante que la seule densité. Vous avez des espaces urbains très denses, très denses, qu'on pourrait même appeler hyper denses. Hong Kong, Taïwan, Séoul, Tokyo. Donc des espaces urbains très denses où la diffusion du virus a été beaucoup plus faible, par exemple, qu'à Mulhouse. Ou même que certaines zones de très faible densité apparentes, mais qui, par exemple, aux États-Unis, ça a été bien documenté, dans l'Iowa, il y a eu des foyers épidémiques très importants dans toutes les zones de sport d'hiver. Où finalement, là, en très peu de temps, on a eu une très forte intensité relationnelle entre des gens qui arrivaient et qui repartaient. On ne l'a pas souvent dit, mais au départ, en mars-avril, les stations de sport d'hiver ont souvent été des hubs, des clusters épidémiques très importants. C'est d'ailleurs pour ça que le virus est extraordinaire pour les géographes. C'est un sujet formidable parce que quand vous suivez la diffusion de l'épidémie, vous faites une géographie du monde. Vous comprenez tout du monde. Pourquoi l'Italie du Nord? Pourquoi notamment la Lombardie et la Vénétie? Pourquoi Bergame? Tout ça a une explication strictement géographique. L'Italie du Nord, et notamment la partie Lombardie-Vénétie, c'est une des zones les plus connectées au monde chinois à travers les relations économiques, mais aussi, et surtout, à travers quoi? Les relations touristiques, notamment à travers le pôle vénitien. Lorsque vous alliez tourister à Venise quelques mois avant l'apparition de la pandémie, vous vous aperceviez de quelque chose de très net, c'est que pratiquement la moitié des touristes sur place étaient des touristes asiatiques et notamment chinois. Donc il est probable que le premier véhicule du tourisme, le premier véhicule du virus a été le tourisme mondialisé, notamment low cost. Et alors là, évidemment, ceux qui connaissent la géographie des aéroports low cost immédiatement disent « ben oui, l'aéroport de Bergame ». L'aéroport de Bergame, qui est devenu le 3e aéroport italien en quelques années, c'est la base d'EasyJet. C'est le point d'accueil du tourisme low cost dans toute la région, devant l'aéroport de Venise. Et à côté de l'aéroport de Bergame, qu'y a-t-il? Il y a un immense shopping mall qui est le plus grand d'Italie, qui s'appelle l'Orio Center, qui est un centre commercial de part et d'autre de l'autoroute, qui est lui aussi un hub extraordinaire. Vous ajoutez à cela qu'à Bergame, comme dans toutes ces villes de l'Italie du Nord, vous avez des sociabilités familiales et de voisinage très fortes, avec beaucoup de corésidence entre les personnes âgées et leurs enfants, avec des relations sociales très intenses. Vous aviez tous les ingrédients géographiques, au sens des ingrédients en termes de modalités relationnelles entre individus dans un espace qu'ils partagent. Vous aviez tous les ingrédients pour l'explosion épidémique qu'on a connue à Bergame. Donc, observer la diffusion du virus, c'est comprendre en géographe la manière dont le monde s'organise et fonctionne. Je vous assure, c'est limpide. Ça en est même un peu effrayant. C'est très difficile d'être géographe aujourd'hui et de ne pas avoir la grosse tête.
c'en est même un peu effrayant, tant l'analyse géographique telle que nous la connaissons, ce qu'elle dit du monde de l'urbanisation, du tourisme, du rôle des mobilités aériennes, du rôle des mobilités nautiques. Regardez ce qui s'est passé dans les bateaux de croisière. Du rôle de la sociabilité au contact, de l'importance des relations de proximité. C'est étonnant de voir à quel point ça match, ça correspond. Donc, premier point de départ, l'urbanisation fabrique le monde. Et ce sont les caractéristiques de l'urbanisation qui vont expliquer les modalités de diffusion du virus. Donc dans ces chroniques, je ne vais pas toutes les faire parce que je ne sais pas pourquoi, mais l'organisation du festival ne m'a donné qu'1 heure. J'avais demandé une journée, bon. Donc il faut d'ailleurs que je regarde parce que, oh là mon Dieu. Donc je ne vais pas toutes les faire, les chroniques, et puis il faut quand même que vous achetiez le livre. Mais dans tout le livre, vous allez suivre la façon dont la compréhension du système urbain permet d'analyser la géographie du virus. Ça permet aussi de comprendre quelque chose que j'ai évoqué déjà hier. C'est ce que j'appelle l'hyperspatialité du virus. Alors l'hyperspatialité, c'est un concept que je développe qui insiste sur le fait que dans le monde contemporain, en raison même de ce que l'urbanisation fabrique, toute réalité est potentiellement au contact et connectée avec toutes les autres réalités du monde. C'est-à-dire l'hyperspatialité, c'est une manière d'insister sur l'importance des relations entre les choses dans le système monde contemporain. Vous savez sans doute que depuis maintenant une trentaine d'années, les géographes, ça a commencé d'ailleurs même il y a presque 40 ans avec un géographe très important qui est un peu oublié aujourd'hui, hélas, qui s'appelle Olivier Dollfus, qui est un géographe qui a commencer à travailler à la fois sur l'importance de l'urbanisation comme vecteur de la mondialisation. Notamment, vous vous souvenez, peut-être certains d'entre vous, il a créé un concept qui était le concept d'oligopole mondial, c'est-à-dire de grands amas urbains qui, en quelque sorte, étaient les points d'appui du monde qui était en train de se construire. Ça date du début des années 80, donc c'était quand même assez audacieux à l'époque. Et puis, Dollfus a été aussi un des premiers, il n'a pas été le seul, Roger Brunet aussi a largement contribué, puis ensuite Jacques Lévy, Denis Retailleau, etc., puis quelques autres, dont moi-même. On a insisté sur le caractère, avec Dollfus, systématique du monde. C'est-à-dire le monde est un système. Qu'est-ce qu'on entend par système? Eh bien, on entend que le monde est un objet géographique d'échelle terrestre qui n'a jamais existé en tant que tel avant la période contemporaine. C'est pour ça que moi, dans mon travail, j'écris le monde avec une majuscule. Ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé la touche minuscule sur mon ordinateur, c'est une volonté pour différencier le monde tel que nous le vivons aujourd'hui des mondes qui ont pu exister dans des phases plus historiques de la mondialisation. Vous connaissez sans doute les travaux de Singaravellu et quelques autres, les historiens, sur la première mondialisation, la deuxième mondialisation. Tout ça est très intéressant, mais je pense que les géographes ont montré que la période actuelle de mondialisation, elle avait comme caractéristique, c'est qu'elle produisait un monde d'échelle terrestre, englobant, qui nous englobe tous et toutes, un espace social d'échelle planétaire, et que ce monde était un système, c'est-à-dire qu'il était composé d'éléments tellement interreliés que dès qu'un élément bougeait, tous les autres bougeaient en retour. Si nous appliquons ça à la lettre à ce qui vient de se passer avec le virus, eh bien nous constatons que c'est le seul moyen de comprendre la pandémie que nous traversons. Comme je l'ai déjà dit hier, mais là je me répète parce que je ne peux pas le dire autrement, donc désolé. Il y a, réfléchissons bien, ce que j'appelle une incommensurabilité entre l'infection du patient zéro
du premier patient repéré, on ne le connaît pas d'ailleurs, hein, mais il y a encore même encore aujourd'hui en Chine, ils ne savent pas si c'est 1er décembre, mi-novembre, et d'ailleurs c'est vraisemblablement plutôt en août, voire avant. En réalité, on pense que le virus circule en Europe dès septembre. Voilà. Et rétrospectivement, d'ailleurs, on trouve des signaux d'alerte qui ont été négligés. C'est très intéressant d'ailleurs aussi ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au début, on n'a pas compris ce qui arrivait. Il y a quelque chose qui est, comme je l'ai dit hier, très étonnant dans la pandémie, quelque chose qui renvoie aussi à une crise de l'information. On n'a pas compris ce qui se passait. Les autorités chinoises du Hubei, elles ont mis la poussière sous le tapis dans un premier temps parce qu'ils avaient peur, mais aussi parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. On n'a pas saisi des signaux. Donc, il y a une incommensurabilité entre l'infection du premier patient, c'est-à-dire un monsieur comme vous et moi, ou une dame d'ailleurs, puisqu'on ne connaît pas le premier patient, qui chope un virus inconnu et qui fait une réaction symptomatiquement bizarre parce qu'elle est dès le départ pulmonaire, mais pas que. Puisque ce virus n'est pas qu'un virus respiratoire. Il semblerait que ça soit autant un virus vasculaire que respiratoire. Il y a une incommensurabilité entre ce qui se passe à cette échelle du corps de cette personne, une personne malade, sur 7 milliards 800 millions d'habitants. C'est infinitésimal, vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire 4 milliards et demi de personnes concernées par des mesures de contrainte, et l'ensemble des pays du monde, pratiquement traversés par le virus. Les seuls endroits où il n'y a pas de virus sont quelques endroits très reculés, insulaires, mais encore, hier Hervé Théry a montré que dans les insularités forestières de l'Amazonie, aujourd'hui on avait beaucoup de cas, et les seuls endroits où il n'y a pas de virus, ce sont dans les sociétés totalement non démocratiques où on dit qu'il n'y a pas de virus. Les virus en Corée du Nord? Jamais. Autrement, le monde entier est concerné. Le trafic aérien est arrêté, il est tombé à son niveau le plus bas depuis maintenant 50 ans. Les centres commerciaux sont fermés. On vit la plus grande crise économique qu'on ait connue depuis toujours. Vous voyez ce que j'appelle l'incommensurabilité entre le patient qui est infecté, la personne qui souffre, et le monde qui est grippé. Au sens mécanique du terme, le monde qui se grippe. Il n'y a pas de commune mesure. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tracer un lien, vous voyez, vous ne pouvez pas faire une chaîne de relations simples entre le virus et ce qu'il produit. Donc la seule manière de comprendre ça on le sait, c'est de saisir que ce que le virus active, c'est une chaîne de rétroaction systémique. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est une mise en relation par la diffusion du virus, très tôt, d'une série d'interactions, d'inter-rétroactions qui fait que, de loin en loin, le virus va faire beaucoup plus que simplement infecter des corps. Il va devenir un acteur géopolitique mondial. Je le dis dans une des chroniques, le virus devient le principal acteur géopolitique de l'année 2020. Il est plus puissant que tous les autres. Plus puissant que le plus puissant des hommes en matière de géopolitique, c'est-à-dire Donald Trump, qu'il vient même d'envoyer à l'hôpital. Malicieux, le virus. Donc, il n'y a que les rétroactions complexes qui permettent de le comprendre. Et comme je le disais hier, nous sommes devant une sorte de réalisation stupéfiante, sidérante, qui même peut nous transir du principe mis en avant par un météorologue, spécialiste de ce qu'on appelle les systèmes chaotiques avec sensibilité aux conditions initiales. C'est une théorie de la physique qui est très compliquée, Edward Lorenz, qui théorise dans une conférence de 72 le fait qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil, donc qui anime
Une toute petite partie de l'atmosphère, vous voyez, un petit battement d'aile de papillon, boum, boum, ça fait bouger un peu l'atmosphère, peut provoquer, en raison même de systèmes de rétroaction complexes et non prévisibles, imprévisibles, peut provoquer, dit-il, une tempête au Texas, un ouragan au Texas. Et mathématiquement, il le démontre. Eh bien, nous vivons l'effet virus, il appelle ça l'effet papillon, nous vivons l'effet virus. Le petit battement des spicules du virus, vous savez, c'est un coronavirus, donc c'est une capside de protéines avec des petites pointes, et puis à l'intérieur, il y a un peu d'ARN. Je rappelle que le virus n'est pas une entité vivante. Le virus ne vit pas tout seul. Il a besoin d'un corps pour se reproduire. Ce n'est pas une bactérie. Ce n'est pas un pathogène, comme un bacille. Donc c'est un drôle de loustic comme réalité. C'est de la protéine et de l'ARN, mais ce n'est pas un organisme vivant tout seul. C'est-à-dire le virus, il n'a personne, il disparaît. Les cimetières de virus sont peuplés de virus qui n'ont pas trouvé de population. Alors quand un virus, en revanche, trouve son terrain, alors là, ça y va. Puisqu'il rentre à 1, mais il sort à 1000. Et d'ailleurs, cette question de ce qu'on appelle la charge virale est très importante. On sait aujourd'hui que selon la charge virale que vous avez, que vous recevez, vous êtes plus ou moins contagieux. Pas forcément plus ou moins malade, mais plus ou moins contagieux. Et les charges ne sont pas les mêmes. Ce que l'on appelle les superdiffuseurs, vous savez, ces personnes qui sont capables de contaminer plus de 100 personnes. On a comme ça des personnes qui sont capables de contaminer plus de 100 personnes. Alors que normalement, vous, en situation de pandémie comme aujourd'hui, si vous êtes malade, vous pouvez contaminer 1,5, 2 personnes, 3. Allez, si vous êtes très affectueux avec votre famille et que vous êtes 5, hop là, vous pouvez tous les rendre malades. Mais 100 quand même, c'est beaucoup. Imaginez un superdiffuseur présent dans cette salle qui contaminerait toute la salle. Ça pourrait se faire si quelqu'un a une charge virale très forte et si on était en train de danser avec une boule à facettes. À 9 heures, ça serait un peu exagéré, mais disons que voilà, ça pourrait se faire. Ou si on était à un COP de stade de foot. Ou si on était dans une réunion évangéliste et qu'on se mette à chanter à la gloire de Dieu, qui lui aussi est assez farceur. Donc, il y a vraiment quelque chose de tout à fait intéressant de dire que le premier virus qui rentre dans le corps du premier patient, c'est comme le papillon d'Édouard Lorenz. Donc, c'est ce que j'appelle dans une des chroniques, je dis Édouard Lorenz théorisait l'effet papillon, nous éprouvons l'effet virus. Et ça, c'est lié aux relations, aux rétroactions, qui font qu'on a des seuils qui sont franchis. Aujourd'hui, les théoriciens du système, d'ailleurs, c'est très lié à la thématique de cette année à Saint-Dié sur le dérèglement climatique. Vous savez ce que craignent le plus les climatologues? C'est ce qu'ils appellent le franchissement des tipping points. Dans les rapports du GIEC, aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est-à-dire le franchissement des seuils à partir desquels le système climatique se réoriente complètement différemment. Et on ne sait plus ce qui va se passer. On est en train de franchir des effets de seuil en matière de climat, avec l'accélération de la fonte des glaciers, l'accélération de la fonte des pergélisols, le dégagement de méthane. C'est-à-dire on entre dans un moment où on ne peut plus savoir ce qui va se passer. On est dans un moment d'emballement systémique. Alors les systémiciens n'appellent pas ça un emballement, ils appellent ça une émergence systémique. La pandémie que nous venons de vivre, que nous vivons, c'est une émergence systémique. C'est un nouvel état du monde qui émerge. Vous voyez, la notion d'émergence est très intéressante. Donc le système monde géographique fait d'interdépendance entre toutes les parties spatiales, à toutes les échelles en même temps. Le système monde connaît une nouvelle émergence. Oui, à toutes les échelles en même temps. Qu'est-ce que nous montre ce virus? Eh bien, il nous montre ce que j'appelle moi l'hyperscalarité, c'est-à-dire toutes les échelles fonctionnent en même temps. Il nous montre que l'échelle de l'individu et l'échelle du monde sont complètement en interaction permanente. La pandémie, si l'on y songe bien, elle est à la fois totalement globale, elle concerne le monde entier, elle est totalement locale, elle concerne chaque individu du monde. Alors ne me dites pas que je raconte n'importe quoi, parce que si ça n'était pas vrai, vous ne seriez pas masqué.
La preuve de ce que nous avançons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes masqués. Qu'aujourd'hui, nous acceptons d'être masqués, d'être donc impactés dans nos vies individuelles par un virus qui circule à l'échelle globale, dont nous ne savons même pas d'ailleurs si nous allons ou pas le croiser. Donc l'idée que ça concerne, et attention, il n'y a pas un rapport d'emboîtement entre ces échelles, c'est synchronique, c'est-à-dire que le monde est touché par le virus en même temps que nous sommes touchés par le virus. Le monde interagit avec le virus, globalement, en même temps que nous interagissons chacun d'entre nous avec le virus. Alors ça, c'est stupéfiant, cette synchronisation des échelles. Vous voyez ce que j'appelle la synchronisation des échelles, ce qu'on appelle la synchorisation en géographie un peu compliquée. Le fait que les espaces fonctionnent en même temps. Mais le virus, il a aussi, dans le même temps, toujours synchroniquement, une action sur les échelles étatiques. Non ? On attend les prochaines mesures de Olivier Véran, la prochaine déclaration du Premier ministre à la sortie du Conseil national de défense et de sécurité, puisqu'on traite la question épidémique en France à travers le Conseil national de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'instrument utilisé par le président de la République s'il s'agissait de déclarer la guerre ou de gérer la guerre avec un voisin. C'est aussi un choix politique très lourd, n'est-ce pas ? Il y a plein de pays qui ont fait d'autres choix. En Allemagne, on n'a pas fait ce choix-là. On ne gère pas la question virale à travers des conseils de défense. On gère la question virale avec les Länder et à travers les politiques de santé publique. D'ailleurs, la comparaison France-Allemagne est très intéressante. Je l'attends dans une des notes de mon commentaire. Je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que j'ai un mauvais esprit, mais c'est assez amusant de voir que le système allemand hospitalier a plutôt mieux résisté que le système français à la pandémie, mais aussi pour deux raisons. 85% des cas ont été traités directement par la médecine de ville. Alors qu'en France, on a entravé la médecine de ville en empêchant, par exemple, les patients d'aller revoir leur médecin généraliste pour les renvoyer vers les urgences. Et puis deux, en Allemagne, il y avait un débat juste avant la pandémie, parce qu'un certain nombre d'experts internationaux et européens de l'optimisation des systèmes de soins trouvaient que le système allemand coûtait trop cher. Il n'était pas optimal. Il y avait trop de lits. Trop de lits vides en réanimation. Bah ouais, mais manque de bol, dans un coup de temps comme celui-ci, un système non optimal, c'est le système le plus efficace. Nous, on a le système le plus optimisé par les ARS. C'est tellement optimisé d'ailleurs que quand on a un ongle incarné un samedi soir et qu'il nous fait mal, il faut passer la nuit aux urgences. Ça, c'est de l'optimisation. Mais manque de chance, un système optimisé en période de coup de feu, paf, il ne sert à rien. Il est immédiatement débordé. D'ailleurs, bis repetita, c'est ce qui est en train de nous arriver. Avec une toute petite question, puisque ça nous est arrivé en mars-avril. Comment se fait-il que ça nous réarrive ? Alors qu'on aurait peut-être pu se préparer, non ? Bon, passons. En tout état de cause, les États nationaux sont aussi concernés. Donc, vous voyez, et l'Europe est aussi concernée. Et les organismes internationaux. Donc, vous voyez comment on peut prendre au sérieux, en tant que géographe, l'idée que le monde est un système bouleversé par le virus, à toutes les échelles synchroniquement. Ah, ça c'est très étonnant. Et il n'y a que les géographes qui peuvent apporter cette vision-là. Et c'est une des visions les plus intéressantes à apporter, c'est de montrer cela. C'est de ne pas essayer d'avoir une lecture du virus par découpage de plans, vous voyez, où le virus fonctionne. Non, ce qui est intéressant quand on fait de la géographie du système monde affecté par le virus, c'est justement de montrer la parfaite mise en relation de système, la systématique entre ce que nous vivons à notre échelle individuelle, ce que le monde connaît à l'échelle globale et la façon dont les opérateurs nationaux sont obligés de faire avec. Et ça devient prodigieusement intéressant. Alors, d'autres choses, pour terminer, existent dans ce magnifique petit livre, édité donc par les éditions 205 à Lyon, qui sont des éditions précieuses. Ce sont des gens qui ont commencé à se faire une carrière en éditant des livres d'art et des livres, des beaux livres imprimés. Ce sont des typographes au départ. Autre chose que j'essaye de montrer à travers ces chroniques, c'est le fait que le confinement
nous permet aussi, à nous géographes, de mesurer à quel point ce que j'appelle l'interspatialité individuelle, c'est fondamental. Qu'a fait le confinement? Immédiatement. Que nous a-t-il fait ressentir immédiatement? Eh bien, il nous a fait ressentir l'importance des relations en public avec les autres, en nous en privant. Il a bouleversé ce que j'appelle l'interspatialité. L'interspatialité, c'est quoi? C'est tout simplement quand on se croise dans un espace public, sur une place, dans une salle, quand on discute avec quelqu'un, que fait-on? D'ailleurs, c'est naturel, on n'y pense même pas. Que fait-on? On se met tout de suite dans une relation de distance avec les autres et on cherche sa bonne place et les bonnes distances, n'est-ce pas? Tout le monde le fait. Vous le faites quand vous entrez dans une salle comme celle-ci, vous essayez de chercher vos places. Et dans un contexte comme le contexte que nous vivons, en plus, vous cherchez vos places en réfléchissant aux bonnes distances, plus précisément que vous ne pourriez le faire dans d'autres situations, puisque justement, un des enjeux de la lutte contre la pandémie, c'est la distanciation. Donc, que nous a fait réaliser le confinement, et ça, tout le monde a été obligé de le réaliser, eh bien, nous a fait réaliser l'importance de la gestion de la distance et de nos emplacements dans nos vies de tous les jours. Il nous a fait comprendre que nous étions des animaux spatiaux. Qu'une bonne partie de notre énergie, au jour le jour, est consommée par la réflexion sur nos bonnes places et nos bonnes distances. Et que notre vie au quotidien, elle est complètement colorée par le type de relation que nous pouvons entreprendre avec autrui. Pour ceux d'entre vous qui ont confiné dans les grandes villes ou dans les grandes métropoles, on a vu, plus peut-être que dans les espaces moins denses, à quel point le rester chez vous avait un impact sur la vie au quotidien, mais aussi sur l'ambiance urbaine générale. Et donc on a aussi compris à quel point ce que l'on appelle l'urbanité est directement lié à la possibilité pour les individus de sortir de chez eux. Donc on a aussi pu réfléchir en géographe à la relation entre l'espace domestique et l'espace du dehors. Et nous nous sommes trouvés devant des situations très étranges. Que sont ces villes sous confinement sans possibilité d'accéder au dehors, ou presque, avec des contraintes très fortes de mobilité, avec d'ailleurs des réflexions sur ces contraintes. Vous voyez là, tout en haut à droite, voyez le petit monsieur avec des lunettes. C'est pas moi, hein. C'est Michel Foucault. J'aime beaucoup le petit Michel Foucault ici. Parce que je reprends évidemment dans une des chroniques, c'est la chronique numéro 6, je reprends le surveiller et punir de Michel Foucault, l'étude des prisons et des ordres disciplinaires, pour essayer de comprendre ce que la pandémie nous dit aussi du contrôle sur les individus, de leur spatialité, de leur pratique de mobilité, de leur capacité à sortir, de leur capacité à parcourir l'espace autour d'eux. Qu'est-ce que ça dit de cela? Et qu'est-ce que ça dit aussi des menaces politiques qui peuvent peser sur nous? Parce que, chers amis, nous avons quand même vécu, nous vivons depuis maintenant le mois de mars, la période la plus intrusive qui soit en matière de liberté individuelle et de liberté publique de la part du gouvernement, que nous n'avons jamais vécu en temps de paix. Jamais en temps de paix, nos relations en public et même nos manières de gérer notre vie individuelle et même nos manières de gérer notre vie familiale, interdiction des mariages, interdiction des fêtes familiales, rappelez-vous, au moment de la pandémie, interdiction des enterrements. Vous vous rendez compte ce que ça signifie? Interdire des cérémonies funéraires familiales. On n'avait jamais... Ça, ce sont des actes d'instances politiques absolument non démocratiques. Ce sont des actes de guerre. Empêcher des individus de rendre hommage à leur mort, ce sont des actes d'une puissance, j'allais dire presque d'une violence réelle et symbolique incroyable.
Mais simplement aussi, tout simplement dire pas de circulation au-delà du kilomètre. Mais pourquoi le kilomètre? Mais pourquoi le kilomètre? Personne n'a été... Il n'y a aucune réponse à la question. Hein. J'ai posé la question, il n'y a aucune réponse. Personne ne peut répondre à cette question. C'est uniquement le décret politique. Donc ça, le confinement nous a fait comprendre en géographe, et tout géographe fait de la géopolitique, hein, la géopolitique c'est tout simplement l'analyse de la dimension politique des rapports géographiques entre les individus. Eh bien, la pandémie nous a fait comprendre à quel point on pouvait très facilement contraindre les spatialités au nom de l'impératif sanitaire. Mais les contraindre pourquoi? Pour combien de temps? Aurions-nous pu au moins en débattre? La contrainte soit, mais dans quel but? Quelle est la finalité? Avec quels critères? Emmanuel Vigneron hier expliquait très bien que les critères utilisés aujourd'hui par le ministère de la Santé pour renforcer les mesures sanitaires dans les grandes métropoles sont des critères en fait incompréhensibles. Parce qu'ils sont tellement hétérogènes qu'ils ne veulent rien dire. En réalité, ce sont des critères dont on a l'impression qu'ils ont été créés pour pouvoir dire on a des critères pour faire ce qu'on a envie de faire. Je ne voudrais pas être paranoïaque, mais vous savez, Churchill disait même les paranoïaques ont des ennemis. C'est une très belle phrase. Je ne voudrais pas être paranoïaque, mais certains disent, mais n'y a-t-il pas une intention politique derrière ça? Ne sont-ce pas des modes de vie qui sont ciblés? Il y a une réunion bientôt à Lyon, dans les locaux dans lesquels je suis, des acteurs indépendants de la culture qui ont lancé un appel européen à la sauvegarde des acteurs indépendants de la culture. Le thème de la première demi-journée, c'est un mode de vie menacé. C'est-à-dire, en gros, lorsqu'on réouvre le Puy du Fou, mais qu'on laisse fermer des théâtres, je ne peux pas croire que ça soit sans raison. Comme disait Deleuze, rien n'est jamais sans raison. Donc, immédiatement, nous, en tant que géographes faisant de la géopolitique, nous comprenons à quel point le confinement, parce qu'il nous permet de dire des choses que d'autres disciplines ne peuvent pas dire sur les interspatialités, c'est-à-dire sur la manière dont se régissent les relations entre individus, les relations de distance et d'emplacement, immédiatement, nous pouvons faire une géopolitique extrêmement fine. Et nous voyons bien donc que, et je terminerai par là, ce virus, il a bouleversé, en fait, tout à la fois l'ordre du monde, l'ordre géographique du monde, qui est aujourd'hui changé. Pour combien de temps, je ne sais pas. Quand réouvriront les aéroports? Peut-être jamais pour certains. Quand rouvriront en régime normal les théâtres, les cinémas? Y aura-t-il encore des cinémas indépendants dans les villes françaises dans 6 mois? Vous savez qu'en France, plus de 50% des cinémas indépendants sont menacés de faillite. Ils ont réouvert, mais ça leur coûte de l'argent de réouvrir puisqu'il n'y a plus de spectateurs. Il n'y a plus de spectateurs parce qu'on est dans une logique d'apeurement aussi des citoyens et des citoyennes. Donc, y aura-t-il encore des cinémas? Vous voyez, donc le monde est changé pour combien de temps, on ne sait pas. Donc, le virus a changé l'organisation géographique du monde. C'est une émergence systémique tout à fait inédite. Et nous, géographes, il faut qu'on observe ça. Il faut qu'on suive ça. Il faut qu'on continue de travailler là-dessus. Ces chroniques, je vous assure, elles sont appuyées sur des faits empiriques élémentaires que tout le monde peut constater. Il suffit d'observer, il suffit de trouver les sources. 2, le virus, il a changé ce que j'appelle donc les interspatialités entre les individus, les manières d'interagir entre nous dans l'espace. Voilà. Nous ne regardons plus les autres de la même façon avec les masques. Ça n'est pas vrai. Ça a changé complètement notre façon d'appréhender les autres. D'ailleurs, pour une raison simple, c'est que c'est parfois très difficile de reconnaître autrui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, c'est moi. Ah oui, c'est toi. OK. Donc, ça modifie même la manière dont nous appréhendons les autres, les gens. Et puis, pour certains, il y a des gens qui ont peur d'autrui. Ça a changé notre rapport au domicile. Ça a renforcé chez certains la volonté de construire le domicile comme une citadelle domestique. Je suis en sécurité chez moi. Je commande sur Amazon ou sur une plateforme, sur Netflix. Je commande tout pour que je ne sorte plus de chez moi.
Chez certains, pas les plus pauvres, hein, ça a même renforcé la volonté de se construire de petites arcadies protégées à l'extérieur. J'achète une résidence secondaire avec 1 hectare de terrain, un petit lac, et je vais cultiver mes tomates bio en me disant, mon Dieu, que je suis bien à la campagne. Ça a renforcé chez certains le désir d'Arcadie. Aujourd'hui, des milliardaires essayent de se construire des zones complètement isolées, complètement protégées, complètement aseptisées. Donc ça change les interspatialités, et puis ça change les géopolitiques. C'est-à-dire les rapports de pouvoir entre les entités géographiques, que ces entités géographiques soient des individus. Et n'oublions pas que cette pandémie fait souffrir les plus faibles. Les plus pauvres sont les plus exposés à la contagion et aux formes graves des maladies pour des raisons que j'explique dans la chronique. 8. N'oublions pas que parmi les plus pauvres, ce sont en général les plus racisés qui sont les plus exposés, donc les minorités raciales sont les plus exposées. Et n'oublions pas qu'à travers, dans les plus pauvres et les plus racisés, ce sont les femmes qui sont les plus exposées. Puisque aujourd'hui encore dans le monde, ce sont toujours les femmes qui sont les plus efficaces victimes des processus d'exclusion sociale. Toujours, il n'y a pas de contre-exemple. La seule chose, c'est que là aussi le virus est malicieux, c'est que les femmes sont plus exposées, sont plus souvent susceptibles d'être malades, mais elles développent des formes moins graves et la mortalité des femmes est plus faible. Il y a quand même une justice. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir été attentifs. Et vous trouverez tout ça dans ce petit livre rouge, avec ce petit dessin. Oui, une petite question ? Alors, il est au Salon du Livre, à l'entrée, et il y en a peut-être à la sortie. Il y a une table de vente à la sortie. Il doit y en avoir une 50aine d'exemplaires. Donc, si tout le monde en achète, ça sera terrible. Mais si vous vous battez en même temps, mon narcissisme d'auteur en sera satisfait. Merci en tout cas de votre présence et de votre écoute.